Chers fans de foot, chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Clubhouse de Dribble numéro 66. Très heureux de vous retrouver après un petit break de quelques semaines pour permettre à chacun de souffler avant la dernière ligne droite en championnat. Et il y en a un qui est dans sa dernière ligne droite revenu du Japon avec la sagesse, la philosophie d'un prêtre shintoïste. C'est le vénérable Boris Saint-Jalme. Bonsoir Boris. Quelle introduction, salut Marco. Merci d'être avec nous ce soir, d'être de retour. Toujours un plaisir pour parler de foot luxembourgeois, en plus on va se régaler. Donc, et tu étais également de retour au micro, aux commentaires ce week-end. C'est vrai, un beau match, un vrai beau match qu'on a vu au stade Achille Amrel entre le Racing et le Swift. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Très bien. Eh bien, nous en avons également un autre de philosophe à nos côtés. Il nous a habitués à trouver la voie. En tout cas, il va nous la montrer si vous ne la connaissez pas. C'est le patron de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon. Bonsoir Marco, bonsoir Boris. Comment ça va Simon ? Non, ça va bien. On est dans la dernière ligne droite, donc c'est plutôt cool. Il fait beau en plus, donc on assiste à des beaux matchs. Bon, cette semaine, on a évoqué le retour évidemment du Dribble d'Or pour l'édition 5 qui aura lieu le lundi 26 mai, donc au lendemain de la dernière journée des championnats, et qui aura lieu à Rocal, donc à Belleval. Donc on est très content d'investir ce lieu pour faire la fête du foot. On espère vous retrouver nombreux. On peut accueillir du monde. On va pas être dans la grande salle de concert. On sera dans la petite salle. Lieu mythique. Mais on espère être un bon millier de personnes. Voilà. Réunir toutes les familles du foot. Les mélanger à nos suiveurs, à nos partenaires, à nos annonceurs. Ça va être un super moment. Soyez bien là le 26 mai, donc effectivement juste après la dernière journée de championnat et avant la finale de coupe, avant les barrages, donc tout le monde normalement sera encore là. Avant que tout le monde parte en vacances. Voilà. C'est ça. Bon, il y en a un qui n'est pas encore parti en vacances, c'est notre invité, quelqu'un qui connaît bien la BGL League, qui a été entraîneur des féminines également au FC Metz et au Stade Brestois. Alors, j'étais dans le staff des féminines au FC Metz et j'étais au centre de formation au Stade Brestois. Voilà, préparateur physique de Carlos Fanguero, qui l'a suivi à Dudelange et au Swift. T2 de Carlos Fanguero à Lechanges. Exact. Ça, au Portugal, j'essaye. Et de Marco Martino au F91, club dont il a pris la relève le 2 janvier de cette année. Homme de l'ombre, il n'est pas forcément habitué à la lumière, mais il a accepté de se prêter à l'exercice et d'être sous les projecteurs ce soir. Alors, en 9 matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites seulement, qualifiés pour les quarts de la Coupe. Notre invité, c'est Mika Almeida Pinto. Bienvenue, coach, et merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bon, vous vous sentez bien après un week-end avec une jolie victoire contre Mondorf ? C'est sûr, ça aide. ça aide. Toujours plus facile. Ouais. Et puis vous avez repoussé encore un petit peu le sacre du leader et rival d'Yverdongeois. Que ça aussi, ça doit faire du bien à l'orgueil. En tout cas, les projecteurs ne seront pas que sur vous parce que nous allons parler évidemment d'autre chose que de votre personne, surtout de votre équipe Dudelange. Au sommaire, nous allons analyser justement cette deuxième place, cette place de dauphin du F91, seule équipe pour l'instant à tenir la distance avec Differdange. Nous évoquerons également le leader qui doit beaucoup à son gardien. Nous parlerons du Swift qui fausse le championnat, en tout cas c'est la question que je vais vous poser. La promotion d'honneur et la Ligue 1 Dames, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on commence avec la 24e journée de BGL League qui s'est donc déroulée ce week-end avec, Boris, tu en parlais il y a quelques instants, en ouverture, le match Racing Swift. Ce derby de la capitale qui a tourné à l'avantage des hommes de Yannick Kakoko, donc 3-1. Je t'interrogerai dans quelques instants sur tes impressions sur ce match. J'ai fait mes devoirs, tu peux m'interroger. Très bien. Un autre match qui s'est déroulé samedi, c'était Differdange-Bétambourg. Le leader s'est imposé face au promu 1-0 d'Andy Bourg. Pour les matchs du dimanche, Ostert est allé s'imposer sur la pelouse du Victoria Rosport 2-1. Dudelange a donc fait le boulot 3-0 face à Mondorf. On va revenir également sur cette rencontre. Strasson a mis à mal l'une des meilleures défenses de BGL League en infligeant 4-0 à Pétange, contre Pétange. Rodange a fait la bonne opération en s'imposant face à la Jeunesse d'Esch en roue libre 2-0. Niederkorn est allé s'imposer sur la pelouse de la Lanterne Rouge. Le club doyen, le Fola Esch, et enfin Vils a marqué des points dans la course au maintien en s'imposant 2-0 face à Monderkange, ce qui nous donne au classement Differdange seul en tête avec 17 points d'avance, mais pas encore officiellement champion sur son dauphin Dudelange.
Et puis le troisième européen, eh bien, mea culpa, j'ai dit à un moment que le Progrès ne jouait plus l'Europe. J'ai dit il y a 3 semaines qu'il ne fallait pas les enterrer. Eh bien, je le redis maintenant, ils sont 3e et c'est voilà. On dit un peu tout et son contraire, mais c'est aussi le jeu de la course à l'Europe avec des clubs qui ont des dynamiques, qui se suivent et ne se ressemblent pas. On a beaucoup parlé du Racing en fin de première partie de saison. On a parlé de Strasson au début de cette année 2025. Eh bien, là, c'est le Progrès qui fait son grand retour. Il y a eu visiblement un électrochoc avec le départ de Jeff Strasser. Bon, en bas de tableau, c'est Rodange qui tire un peu la bourre grâce à son coach Mehdi El Alaoui qui semble avoir mis en place quelque chose qui fonctionne enfin avec ses joueurs. Et Monderkange et Fola semblent être promis à la relégation. Alors, messieurs, la question traditionnelle après un week-end de foot, quel est le match que vous retenez ? Moi, je vais retenir le match qu'on a télévisé d'ailleurs entre le Racing et le Swift, parce que déjà, c'était un beau match. On a un match très vivant, avec peu de calcul finalement, avec beaucoup d'action, beaucoup d'engagement aussi. Et surtout, c'était une belle victoire du Racing qui restait sur 2 défaites face à un Swift. Bon, on a du mal à savoir sur quoi on peut s'attendre avec le Swift. Il y avait une menace de grève qui planait. Qui elle-même était sur 2 victoires. Donc ouais, c'est le match que je retiens. Et effectivement, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard du Swift, mais on a craint qu'ils envoient les juniors, quoi. Donc c'était pas le cas. Ils ont mis leur équipe. Et c'est vrai que c'était un vrai beau match. Et de beaux buts. Ouais, magnifique but. Mabella qui nous a encore mis un but incroyable. Là, le premier, il est vraiment magnifique. Nestor Monge jouait sur la petite combinaison sur corner, non ? Boris, alors toi, le match que tu retiens ? Bon, alors moi je vais parler, t'as parlé des dynamiques qui un peu se croisent en fonction des équipes, et sur le sprint final c'est quand même vraiment très important, la notion de dynamique, surtout quand il y a si peu d'écart au classement. Moi je vais parler du Progrès du coup. Bon, c'était attendu, hein, le succès du Progrès face à une équipe du Fola qui n'y arrive plus et qui est quasiment condamnée. Mais ils ont fait le job, à défaut d'être très brillants, ils ont fait le boulot, et ils enchaînent une 5e victoire consécutive quand même, toute compétition confondue. 4 victoires en championnat, c'est au moment où... on s'y attend le moins que cette série a intervenu. On commençait à se dire que ça allait être un peu dur pour la course à l'Europe, qu'ils étaient décrochés, que d'un point de vue purement comptable, on a l'impression que ce changement a peut-être fait un peu de bien aux têtes en tout cas. Mais c'est surtout qu'ils l'ont fait contre des concurrents directs. Donc tu as des victoires contre le Racing, contre Strasson. Au moment où on se disait qu'ils étaient un peu en train de lâcher, ils ont fait le taf contre des concurrents. Là, contre le Fola, ça fait du bien de continuer dans la série. Et alors, du coup, est-ce que ça n'est pas le pire moment pour les affronter ? Je me tourne vers le coach Mika Pinto qui, effectivement, va les recevoir. Va se déplacer sur la pelouse du stade Jos Oppert la semaine prochaine. Dès dimanche, samedi, puisque les matchs sont avancés pour week-end pascal. Donc, est-ce que c'est pas le pire moment pour les affronter, les hommes de Sam Scholler ? Moi, je pense que il n'y a pas de bon ou de pire moment. Naturellement, quand on a une équipe qui arrive avec autant de victoires consécutives, la confiance, elle est là. Je connais bien le staff, je connais leurs compétences, je connais bien la qualité de l'équipe. Pour moi, ça a toujours été une très bonne équipe. Ils ont connu un moment difficile, et c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils en sont là, parce qu'ils ont dû prendre des décisions qui ont fait que ça a peut-être inversé la tendance. Voilà, il n'y a pas de match facile, et encore moins quand tu joues à l'extérieur. Donc, nous, on essaye juste de garder notre place de 2e. On fait le dos rond parfois parce qu'on est comme toutes les équipes. On a aussi des mauvais moments, sauf qu'on arrive on arrive malgré tout à rester là où on est pour l'instant. Et l'objectif, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Et voilà, après, de toute façon, les équipes comme Niederkorn, les équipes qui ont l'expérience, qui savent ce que c'est de jouer à l'Europe, qui savent ce que c'est de se qualifier pour l'Europe, c'est des équipes qui peuvent surprendre à n'importe quel moment, dans le bon comme dans le mauvais. C'est comme pour nous, c'est comme pour Strasson ou d'autres équipes. Donc voilà, il faut juste, comme je dis toujours aux joueurs, il faut rester humble et jouer chaque match comme si c'était différent en face de nous. Au niveau du résultat, c'est sûr que c'était frustrant pour nous, mais dans le travail au quotidien, sur cette année 2024-2025, on n'a pas changé énormément de Dulange, et surtout sur cette deuxième partie de saison, c'est notre efficacité face au gros. Parce que les occasions, est-ce que la contre-performance de la semaine passée face à après, on a un peu plus refusé de se sanctionner sur la tête pour parce que si vous regardez les buts qu'on prend, c'est souvent des buts qu'on donne, comme si tous les matchs de cette dernière justement, moi, c'est là-dessus où j'ai voulu travailler avec les garçons.
sur la concrétisation de nos actions, mais aussi sur le fait de ne pas s'auto-sanctionner en donnant des ballons peut-être faciles à jouer pour l'adversaire. Et donc voilà, on a modifié un peu ça pour le match qui est arrivé. Et c'est vrai qu'on a été peut-être moins séduisant, mais plus efficace. Et quand on est dans le sprint final, on accepte d'être moins séduisant, mais d'être plus efficace. Forcément. C'est les points qui comptent. C'est vrai que l'efficacité, c'est ce qui avait manqué lors de vos 2 défaites, contre Differdange justement, où vous teniez la dragée haute. Mais comme la jeunesse l'a fait la semaine passée, avec une première mi-temps très très bien menée, tactiquement en tout cas par Arnaud Bordy et ses garçons. Et puis la deuxième défaite donc contre Strassen, où là oui, c'est vous donnez des buts et les occasions vous les avez mais vous les convertissez pas. Le match était moins bon, mais pour revenir sur, vous avez parlé du sprint final, coach. Là, j'ai envie de dire les prochaines échéances, c'est Niederkorn, Strassen en coupe, Pétange, le Swift. La saison, en vrai, est-ce qu'elle ne joue pas là? C'est maintenant qu'il faut être costaud dans les confrontations directes. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, moi, je dis toujours, une place européenne, ça se mérite. Niederkorn, vous l'avez dit juste avant, ils ont fait le travail sur Racing, sur Strassen. Ils méritent d'être là où ils sont, parce que ces équipes-là, il faut les battre. Et c'est pour ça que nous, on doit faire pareil. C'est normal que... C'est bien qu'on ait gagné hier parce que ça nous laisse un peu, on va dire, ça nous laisse un joker, si je peux dire ça comme ça. Mais malgré tout, voilà, ça suffit pas. On doit être constant, régulier et on doit être compétitif. En fait, pour nous, chaque point de prix est bon pour nous, c'est un avantage. Certains doivent gagner. Nous, on peut se dire avec un point, on est peut-être moins bien, mais on est toujours devant. Ouais, contre un concurrent. Bien que moi, je prépare toujours les matchs avec l'équipe pour le gagner, parce qu'on joue pas pour un match nul, mais on est lucide, on se dit, on a l'avantage, il faut qu'on soit intelligent. Et ce qu'il faut qu'on accepte de faire par moment, c'est peut-être faire un peu plus le dos rond. Et moi, le premier, parce que je suis une équipe, je suis un entraîneur qui aime bien faire jouer son équipe, qui aime bien prendre les risques. Ça s'est vu. Bon, des fois, ça a bien marché, des fois, beaucoup moins. Et j'en assume toute la responsabilité d'ailleurs. Mais dans tous les cas, voilà, on sait que ce qui importe aujourd'hui, c'est les points. Et c'est ce qu'on va devoir faire jusqu'au bout, comme toutes les autres équipes. Simon, je me tourne vers toi parce que très souvent, au cours des clubhouse précédents, on citait beaucoup les hypes sur Strassen, sur Racing. Et quasiment systématiquement, tu nous rappelais Edu de Lange. Il ne faut pas oublier Edu de Lange qui... En fait, est presque tout le temps deuxième depuis 1 an et demi. Depuis le début de la saison, depuis la saison dernière, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui fait, à ton avis, la force que les entraîneurs passent avec leurs initiatives et leurs pattes? Qu'est-ce qui fait que, selon toi, Dudelange est toujours là? Déjà, je pense que c'est une histoire d'ADN. On est devant un club historique de notre football qui a été titré de nombreuses fois ces 15-20 dernières années. Et puis on est sur un effectif qui est malgré tout bien construit, avec pas tant de changements que ça. Il y a eu quelques changements de coach, mais au final, ils ne sont pas forcément toujours trompés sur les coachs en place. Ce que vous avez fait, ça a été dans la continuité de ce qui a été fait précédemment. Après, moi, j'ai toujours eu comme impression que on a entendu quelques soucis financiers au niveau du club et il y avait cette petite musique qui disait attention, Dudelange cette année ils vont dégringoler, ils vont être hors Europe ou alors ils vont jouer 4-5e place et au final ça dégringole pas. Ils travaillent et puis ils ont 2-3 individus. C'est ça, moi je rebondis sur ce que tu dis, Hadji, même des Kirsch qui connaissent bien la maison, ça aide aussi. Évidemment, j'ai oublié Mehdi, mais voilà, il y a une colonne vertébrale qui est il y a des mecs qui savent gagner, qui connaissent la route en vrai. Et puis des jeunes issus du centre de formation aussi qui sont très prometteurs. Et qui sont là depuis longtemps. C'est une vraie belle équipe de notre championnat. Après, qu'est-ce qui manque pour aller plus haut, pour aller titiller Differdange? Je pense que le coach il nous expliquera sans doute. Oui, justement. Qu'est-ce qui manque alors à Dudelange pour au moins gagner un titre? Vous êtes encore qualifié en coupe. Le titre de champion, on va le laisser à Pedro Resende cette année. Mais avec tout le mérite qu'il a. Tout à fait. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut faire basculer Dudelange vers à nouveau la conquête de titre? Je pense que, comme je l'ai dit avant, pour Differdange, même si on a une colonne vertébrale, on n'a pas la même stabilité. On a parlé de changement de coach régulier. Je crois que ça fait quelques temps où on change tous les 6 mois. Ouais. C'est pas que le coach fait tout, mais ça aide beaucoup. Et quand je dis le coach, je parle du staff, bien évidemment, parce que c'est pas qu'une personne qui travaille. Et je pense que c'est un tout, c'est une stabilité. Aujourd'hui, le foot, en général, même en dehors du Luxembourg,
on sait qu'il faut du temps, mais on donne jamais le temps. Donc c'est tout et son contraire. Et pour essayer de mettre en place des choses, parfois on a besoin de temps. Et je pense que ce que Di Ferdange a permis à Pedro Rezende, c'est peut-être de prendre ce temps pour faire les choses et de développer quelque chose de solide. Évidemment, le fait d'être champion, de faire la Champions League, de rentrer un peu d'argent, parce qu'on sait que c'est un plus, ça te permet de renforcer aussi ton équipe en plus de ce que tu avais déjà. Et je pense que ce qui pourrait éventuellement manquer un peu à Dudelange, c'est ça, c'est de la stabilité à la fois dans un staff et dans une équipe, parce que même si la colonne vertébrale, elle est là, Mehdi est revenu que cette année, d'autres sont partis, d'autres sont arrivés. Malgré tout, c'est pas non plus la défense centrale de Rezende qui, depuis 3 ans, est la même, je crois. Donc, c'est un exemple, mais je pense que aujourd'hui, pour être vraiment compétitif, et dans ce championnat-là, il faut des gars d'expérience qui connaissent ce championnat. Parce que souvent, on dit, le Luxembourg, on vient du monde pro, le Luxembourg, c'est très particulier, le Luxembourg. Et je suis un bon exemple pour le dire, puisque je suis venu du Luxembourg et puis d'ailleurs. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment la stabilité et laisser le temps de construire quelque chose. Et pour passer des tours en Coupe d'Europe, il faut quoi? On a réussi à chaque fois à en passer un au moins. Oui. Je pensais 2. Mais l'étage au-dessus, il est vraiment. Ce qu'il faut sincèrement, c'est déjà avoir un bon tirage. Parce que il faut pas se mentir, on a joué Haken. Oui, c'était pas le meilleur des tirages. Je pense que vous pouvez mettre qui vous voulez face à Haken au vu du niveau de l'équipe d'Haken. Certaines équipes peuvent rivaliser sur le match aller, mais plus sur le match retour parce qu'ils sont trop rapprochés. Physiquement, c'est très difficile. Ça, et après, non, vraiment, ça dépend du tirage au sort. Et après, je pense que quand tu es en Champions League, tu as plus de chances d'arriver aux phases de poule. Parce qu'à chaque fois, tu rétrogrades. Et arriver à la Conference League, tu as une chance. On reste un peu sur notre fin quand vient l'été. Je vais être très honnête, c'est parce que le niveau d'écart, il est très important. Moi, je suis désolé, je suis quelqu'un de très franc, mais aujourd'hui, on a une équipe, on a des équipes au Luxembourg qui progressent, Di Ferdange qui montre, Dudelange, Racing qui sur un nouveau projet est en train de faire quelque chose de très cohérent, Strassen qui on n'a pas vu venir, mais finalement, si on analyse bien, on les voit venir parce que c'est intelligent, ce qui a été fait auparavant. Donc c'est très bien, c'est pour la BGL, c'est super. Par contre, la Coupe d'Europe, c'est un level au-dessus. Et que ce soit Champions League, Europa League, Conference League, si vous tombez sur un premier tour où en effet vous avez des championnats, si je puis dire mineurs, dans le sens où un peu comme le nôtre, pour certains ont des statuts amateurs, vous pouvez rivaliser parce que vous travaillez dans une même réalité. Par contre, quand vous tombez sur des mecs qui ont 30 millions de budget et qui font que ça et qui ont des conditions qui sont bien différentes des vôtres, sur un moment, on peut créer la surprise. Mais après, physiquement, tu laisses des piges derrière, tu laisses des fatigue et t'as pas toujours le groupe conséquent en nombre et en qualité pour maintenir le cap jusqu'à un 3e tour. Le 3e tour, il est pour moi plus accessible quand t'es en Champions League, que comme je l'ai dit, t'es rétrogradé et t'arrives au 3e tour comme on l'a fait nous il y a 3 ans en arrière. On a quand même pas de bons résultats. Après, moi, j'entends qu'on n'a pas les mêmes conditions. Je mets pas la responsabilité. Je mets pas la responsabilité sur les présidents, sur les clubs ou autres. Mais... moi, je vais y aller un tout petit peu quand même par rapport à Dudelange, puisque Mika est parmi nous. Dudelange s'est déplacé à Andorre, donc a gagné d'ailleurs, en bus. A fait 14 heures, je crois, de bus d'affilée. Ça, est-ce que ce sont vraiment des conditions pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour faire un match contre des pros ou semi-pros? On revient au budget. Alors, si je vous dis oui, je suis le plus gros hypocrite de Luxembourg. Non, c'est pas idéal. Et surtout, là, je parle dans ma qualité de préparateur physique. À la base, c'est pas du tout idéal de faire ça. Alors, il faut savoir que par contre, eux, on fait pareil au retour. D'accord. On bus également. Nous, on est quand même partis 2 jours avant et on nous a mis dans un hôtel très, très, très confortable parce que la qualité était vraiment top, justement pour récupérer de ça. Bien évidemment que c'est pas des conditions idéales et les clubs les premiers le savent, le président lui-même le sait. Après, comme je dis, il faut vivre avec notre réalité. Moi, je dis toujours, on veut vivre la Coupe d'Europe, mais on n'est pas statut pro. Et le problème, c'est que du coup, les avantages que les clubs pro ont au niveau financier, nous, on les a pas. Alors pour Escaldes, c'était cool parce qu'on était sur le même pied d'égalité. Mais par exemple, à Haken, c'était plus la même chose. Bon, évidemment, on a été en avion. Mais ce que je veux dire, c'est que le coût est énorme. Et pour un club comme le nôtre, il est énorme. Pour un club luxembourgeois en général, je pense. Donc la réalité, elle est que on joue dans la même cour, mais avec un statut différent. Et comme ton statut est différent,
ta retrait d'argent n'est pas de la même façon que les statuts pro. Et du coup, ça crée une inégalité dès le départ. Je pense que la progression de notre... du niveau de notre championnat général, elle passe par des performances européennes. Oui. Enfin, déjà, c'est juste de paix aussi. Hein. On voit où on en est. Bien sûr, absolument. Quand on s'arrête au deuxième tour, c'est plus compliqué. Et ça doit être aussi... c'est des instances qui doivent se dire, OK, aujourd'hui, on est 48e à l'indice UEFA au niveau des clubs. Attention, parce que si on bascule 51e, à tout moment, on perd une place européenne. Non, mais c'est ça, mais de se dire, OK, devant nous, on a l'Albanie, l'Estonie, le Monténégro, le Liechtenstein. Enfin, devant nous, on a Malte qui est 41e. Donc, je sais pas, moi, on compare les infrastructures. J'aimerais entendre un jour de se dire, voilà, on a un plan sur 5 ans, et puis notre objectif, c'est de passer de 48e à 44e. Je ne sais pas. Alors, le plan, c'est souvent la venue d'investisseurs, comme ça a été le cas à Dudelange avec Flavio Becca, qui ensuite allait au Swift. Ça me permet de faire la transition vers mon prochain sujet, parce qu'il faut que l'émission avance. Flavio Becca, donc, qui a investi durablement, en tout cas, ces dernières années, dans le Swift Esperange. Un Swift Esperange qui est moribond, malade. On a parlé de grève, des menaces de grève ensuite effectives avec un forfait contre Mondorf. Luc Ilger, dans les colonnes de nos confrères du quotidien, a qualifié finalement le Swift de faussaire du championnat, puisqu'ils auraient déjà faussé les données avec ce forfait 3-0 contre Mondorf, avec des équipes de juniors alignées. Donc ça va être ma question. Grève, forfait, équipe réserve, interdiction de transfert, on le rappelle, il y a une triple interdiction de transfert par le registration ban de la FIFA contre le Swift. Interdiction européenne, la nouvelle est tombée la semaine passée, donc il n'y aura à nouveau pas de licence UEFA pour le Swift Esperange, ce qui veut dire que si le Swift était amené à être troisième, ce serait à nouveau le quatrième ou le cinquième qui serait européen, comme ça a été le cas pour Strassen. Bon, est-ce que ce Swift, comme l'a dit le président de Strassen, fausse le championnat? Je ne sais pas qui veut commencer. En fait, je vais faire une petite aparté avant de répondre à la question. C'est que déjà, moi, je tire mon chapeau aux joueurs du Swift Esperange. Parce que quand tu vois la situation, donc on la connaît, mais tu as des joueurs qui sont pas payés, qui ont plusieurs mois de salaire impayés, qui savent pas de quoi leur avenir va être fait. Qui en plus jouent jusqu'à la fin de saison pour un objectif, en fait il n'y en a pas, puisque même s'ils se qualifient européens et sont européens sur le terrain, ils seront pas européens, ils n'iront pas. Donc et les résultats sont quand même plutôt honnêtes, avec 10 joueurs. Les performances individuelles le sont. Avec 10 départs cet hiver, quand même, il faut le rappeler. Donc, dont la plupart qui étaient des joueurs titulaires ou importants du vestiaire. Donc, déjà, ça, c'est important de le souligner. Les joueurs font vraiment le boulot sur le terrain. Après, est-ce que le Swift fausse le championnat ? Oui, et moi je peux que m'aligner en tout cas sur ce qu'a dit le président Ilger, c'est que à partir du moment où tu as fait un forfait contre une équipe, le championnat est faussé, factuellement. C'est-à-dire que Mondorf a pris 3 points gratuitement, et c'est pas leur faute, mais contre le Swift, que d'autres équipes, toutes les autres équipes n'ont pas eu. Donc, mais je suis pas d'accord pour dire qu'il faut. Moi, je pense pas qu'il fausse le championnat, en fait. C'est une équipe qui a de mauvais résultats parce qu'ils ont perdu beaucoup de monde. Ils ont perdu beaucoup de monde parce qu'il y a une mauvaise gestion financière. Ça fait partie de la vie d'un championnat, de la vie des clubs. Mais ils sont là, ils sont sur le terrain avec les joueurs qu'ils ont, jeunes, moins jeunes. Oui, mais là, il y a un match où ils n'ont pas joué. Il y a un match où ils n'ont pas joué. Okay, imaginons à la fin de la saison. Je veux bien te l'accorder juste sur ce point-là. Mais en l'occurrence, les 3 points qui ont été à Mondorf, ça n'a pas contrecarré les points. Mondorf, avant ce week-end, on se demandait s'il ne pouvait pas être européen. De toute façon, en fait, tu ne peux pas calculer. Il y a 2-3 week-ends, mais oui. Non, je suis désolé. Tu regardais le classement, il pouvait être européen. Mais dans les faits, enlève les 3 points à Mondorf. On s'en fout, c'est pas le sujet. Ils ne sont pas dans la course à l'Europe. Ils n'ont pas faussé le championnat aujourd'hui. Alors attention, parce que quand même, vendredi 11 avril, là il y a un chèque qui tombe, un virement qui tombe dans l'escarcelle des joueurs qui va mettre fin à ce préavis de grève, ce qui fait qu'on a des Lucas Coria, ce qui fait qu'on a des Dominic Stolz sur le terrain. Mais ce sont des gens qui s'apprêtaient à ne pas jouer et peut-être qui ont été moins performants à l'entraînement. On a un ancien préparateur physique avec nous. Est-ce qu'un joueur
susceptible de peut-être faire grève, en tout cas de ne pas jouer, il va s'entraîner de la même manière la semaine, en sachant qu'il aura la réponse 2 jours avant. C'est sûr que non. Mon point de vue, c'est que ça fait un moment qu'ils s'entraînent plus de la même manière. Voilà. Parce que mentalement, en fait, pour certains, et pour la plupart à Espérance, c'est leur métier. Donc certains, ils vivent de ça. Psychologiquement, tu sais très bien que tu peux pas être autant engagé que quand tout va bien. Après, oui, ça fait partie d'une saison. La mauvaise gestion financière, c'est juste, ça fait partie d'une saison. Par contre, pour contrecarrer, ce qui est dit là aussi, de l'autre côté, je suis d'accord avec Boris. Parce que, pour moi, dans un championnat, une première division d'un pays, faire forfait, c'est grave. Ouais. C'est pas normal. On est dans une première division d'un pays, même statut amateur ou pas. Attention, j'accuse pas ni les joueurs, ni l'adversaire, ni qui que ce soit. Mais de faire forfait, comme vous pourrez faire dans un championnat amateur, c'est grave. Et moi, je vais dire que ça a faussé en notre faveur à Dudelange. Parce qu'à la mi-saison, on a 33 points. Et on a 3 points de plus qu'eux parce qu'eux ne jouent pas contre Mondorf. Alors que Racing a 33 points au mérite comme nous au mérite, mais eux, ils sont derrière nous, Espérange, parce qu'ils n'ont pas joué ce match-là. Ils le jouent, ils le gagnent, ils sont comme nous à la mi-saison. Ça va peut-être pas changer la suite, mais en tout cas, à ce moment-là, ça a changé. Ouais, au final, sur l'incidence de la saison, ça a changé. Non, mais du coup, aujourd'hui, tu peux dire. Je suis d'accord, mais sauf que déjà quand le forfait et que le forfait, il intervient à la 11e ou 12e journée. Mais pour les équipes de tête, pour un Progrès Niederkorn, pour un Strassen, pour un Dudelange, en fait, le truc, c'est que ça crée un précédent. C'est ça le problème. Enfin, c'est autre chose, Boris. Mais non, mais parce que en fait, le Swift, eux, ils se sont pas dit, ok, c'est Mondorf, c'est un match qui compte pas ou ça va pas impacter le championnat, on le fait contre Mondorf. Si ça avait été le Racing en face, si ça avait été Dudelange en face, il aurait fait pareil le forfait. Et là, on en aurait parlé en disant. C'est de la science-fiction là. Alors non, mais c'est de la science-fiction, mais. Après, je vais revenir sur un fait sur lequel on ne s'est pas appesanti la saison passée. C'est Differdange qui fête son sacre contre le Fola. Qui aligne une équipe bis voire C qui avait déjà fêté avant le match et ça s'est bien vu sur la pelouse. Differdange s'incline contre le Fola, sa première défaite d'ailleurs depuis très longtemps. Ils ont le droit. Le Fola se sauve, je le rappelle, en barrage. Mais donc ils ont ce genre de comportement, mais ça veut pas dire que c'est mais ça c'est pas la même chose. Ça veut pas dire la même chose. Non, mais ça veut pas dire que c'est mal, mais ça fausse quand même un certain nombre de choses. Même si c'est discutable aussi, mais en fait c'est pas la même chose pour l'équipe qui descend. Je vous assure que c'est la même chose. Ouais, mais il y avait plus d'enjeux. Si. Pour l'équipe qui est descendue à la place du Fola. Non, mais ok, mais c'est pas la même chose factuellement. C'est-à-dire que là, t'as une équipe qui ne se présente pas sur le terrain. Non, mais bien sûr. Et encore une fois, c'est pas pour les joueurs. Là, tu reviens sur ce qui s'est passé en novembre. Oui, il y a la grève. Par rapport au fait que il y a le forfait, mais il y a aussi où il y avait Pastols, il y avait personne. C'était le premier match de février. Après, le problème, c'est que ça a été ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a eu la même chose l'année dernière. Ils ont été privés de licence. Il y a pas de règlement qui les sanctionne. Enfin, je veux dire, je pense que là, s'il y a un deuxième forfait, ils sont obligatoirement relégués. Enfin, les mecs ils jouent comme ils peuvent, le staff fait comme il peut. Moi je trouve que c'est sévère de dire que le Swift fausse le championnat, que ça enlève quelque chose en termes de suspense, parce que il y a encore 3 ans le Swift était champion, ils avaient une équipe de mammouth, et que c'est censé faire partie de nos 3-4 grosses équipes. Oui, on a un Swift moins fort. Voilà, ça c'est ok, je comprends, mais de là à dire qu'il fausse le championnat, c'est sûr que c'est sur un aspect financier, même administratif, qui est un peu spécial. Là, il y a quand même des grosses conséquces sur la participation de nos clubs. Alors peut-être pas, parce que là, en l'état actuel des choses, pour l'instant, le Swift n'est pas européen, sportivement. C'est vrai, tu fais bien de préciser que l'année dernière, Strassen, ils y vont, entre guillemets, grâce à ça. Alors, Strassen, c'est un club qui travaille très bien, mais du coup, tu peux te dire que les clubs derrière qui bénéficient de ça ont des retombées économiques plus importantes, et du coup, comparé aux autres qui n'ont pas eu cette chance-là, les autres... Oui, non, mais Strassen, ils ont eu la chance d'être juste derrière le Sud aussi, ils ont profité de ça. Ils sont 6e quand même, Strassen, parce que la jeunesse non plus n'est pas européen, du coup, la saison passée. Oui, non, mais parce que licence... non, mais ça, tu peux pas... c'est pas un reproche à faire... Non, mais bien sûr, c'est pas... Strassen, ils sont là au bon endroit au bon moment. Des rétrogradations administratives, des affaires, il y en a eu dans l'histoire du foot, il y en a eu des dizaines. Bien sûr, et à chaque fois, le championnat est faussé. Le championnat est fini. Le championnat est faussé, non, je pense que justement, c'est une sorte de vérité qui rétablit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi les règles. Le 4e n'a pas suivi les règles, il est
éliminé, c'est au 5e que ça profite. Bon, en tout cas, on va pas vous réconcilier. Peut-être sur le sujet suivant, parce qu'il y en a un qui fait consensus. C'est le gardien du FC Differdange 03, Felipe Ventura, le Brésilien qui vient de signer son 10e clean sheet d'affilée, son 9e d'affilée en championnat. C'est un record absolu sur une même saison. Donc ce record d'invincibilité qui est chaque journée repoussé et ça en devient vraiment, vraiment admirable. Donc la question qui est un petit peu facile à répondre, donc je vais vous demander des arguments. Faut-il un grand gardien pour gagner des titres ? Il faut une grande équipe. Il faut une grande titres. C'est quoi l'adage ? C'est avec une belle attaque, tu gagnes des matchs. Avec une grande défense, tu gagnes des titres. Donc je pense que avoir un grand gardien, c'est évidemment primordial. Ça aide fort. Mais par contre, le gardien tout seul, s'il a pas devant lui, je sais pas, 3, 4, 5 défenseurs, ou plutôt un collectif qui défend tous ensemble. Ouais, d'accord. Je pense que c'est vous le professionnel. La probabilité, quand tu as une grosse défense, tu as très peu d'occasions. Là où il faut lui envoyer le mérite, c'est que pour le peu qu'il a, il fait le job. Et ça, c'est pas facile parce que c'est même plus difficile. Pour le temps de concentration. Bon, après, on parle d'un garçon qui a une grande expérience. Non, mais il est incroyable. Au-delà de la partie collective et de la défense, ce mec est incroyable. C'est un mec qui est vraiment adorable. Moi, je l'ai vu, humainement, je l'ai vu une fois. C'était quand on a joué à Dudelange où j'ai peu discuter avec lui. Déjà, il dégage une joie de vivre. Ça montre la mentalité, ça montre le professionnel qu'il est. Et du coup, ça t'étonne pas sur les performances. Mais ce qu'il fait de très bien, c'est que lorsqu'il doit être là, il est là. Et je prends un exemple sur notre match à nous. Au bout de 5 minutes, son défenseur central, il avait une balle de la tête qui part en plein milieu. Ouais. Le gars, il bondit, il te la sort. Alors que je crois que c'est le premier à pas savoir que ça allait se passer. Ouais, tout à fait. On rappelle, il a 41 ans. Et voilà. et il a quand même bien poussé sur les jambes pour aller la sortir. Donc non, je pense qu'à un moment, il faut... Certes, je suis complètement d'accord, le gardien à lui tout seul ne suffit pas. Parce qu'après, si tu as 50 occasions, tu risques quand même d'en prendre 2 ou 3. Mais quand t'en as pas beaucoup et que tu fais le job, c'est clair que ça aide. Ce qui est le plus impressionnant dans cette équipe, c'est qu'en fait, chacun prend le relais de l'autre quand t'as la défense. Parce que faut quand même se dire que Differdange, il y a des matchs, ils concèdent rien. Mais quand je te dis rien, ils concèdent pas une occasion. C'est-à-dire que t'as pris le premier but, tu sais que t'as match perdu. Non mais je trouve que c'est terrible parce qu'ils sont tellement impressionnants que limite ils ont moins de médiatisation. Vraiment ils écrasent le championnat. C'est normal alors qu'en fait tous les week-ends les gars ils gagnent 1, 2, 3-0, 4-0. Et on avait titré dans un dribble fin de l'année 2024 que Pedro Rezende banalisait l'exceptionnel. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai, finalement, on n'en parle plus parce que c'est trop. C'est terrible. Les mecs, ils ont fait 10 matchs sans prendre un but. Et ils gagnent tous leurs matchs. Ils ont pris 5 buts sur la saison. C'est la meilleure défense d'Europe. 5 buts sur la saison, c'est exceptionnel. Il faut le remettre. Sur 24 matchs, c'est ça. 5 buts. Meilleure défense d'Europe. Et coupe, pour Felipe Ventura, en termes de ratio buts encaissés par match, meilleur gardien du monde actuellement. Donc oui, c'est impressionnant. Alors, je suis d'accord, la défense de fer de Differdange aide beaucoup avec cette charnière centrale. Le coach Pinto nous disait que forcément, cette stabilité, c'est des gens qui sont depuis 4 ou 5 ans, je crois, ensemble, donc qui se connaissent. En revanche, oui, je voulais saluer ce grand gardien qui est Felipe Ventura. Tu peux nous retracer un peu son parcours, Boris ? En plus, c'est un gars qui a une carrière de fou. Il a côtoyé les légendes du foot brésilien, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Il a fait les gros clubs, il a fait Fluminense, il a fait Flamengo, je crois aussi. Et il fait Flaflou, il a fait... Bon, attention, parce que c'est quand même des clubs où il y a de très grosses rivalités. Mais non, c'est un gardien qui a une très grande carrière au Brésil. Enfin, c'est cocasse de retrouver, tu vois, en plus la saison passée, Differdange, ils ont pour moi le meilleur gardien du championnat, ils ont Romain Ruffier, qui part. Tu te dis, va falloir prendre quelqu'un de costaud dans les buts. Tu vois un gardien de brésilien de 40 ans arriver, qui a jamais trop joué en Europe, tu te dis, oula, et en fait le gars, c'est un monstre, quoi. Donc franchement, Felipe Ventura, le fameux... comme ça, à chaque fois il fait ça quand il prend pas de but. Franchement, grand bravo à lui. C'est notre record national. Là, il en est quand même, je crois, si je ne m'avance pas, à son 19e clean sheet de la saison. Ouais. Et juste un dernier petit mot pour le record all-time en Europe, c'est détenu par le Club Bruges en 90, 1390 minutes sans encaisser en championnat. Donc ça fait plus de 15 matchs. Donc si jamais d'ici la fin de saison ils encaissent pas, ils battent le record. Oui, parce que là, il en est à 900 minutes. Voilà, il en est à 900 minutes. Ça va dépendre de comment ils faitent le titre, alors. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà.
Bon, il y a un championnat où il y a également beaucoup de buts marqués. C'est la Ligue 1 Dames. On va faire le point tout de suite sur les résultats et le classement de la division féminine. Place au play-off chez les dames avec la 20e journée qui a lieu, comme vous pourrez le voir après, sur le classement avant la 19e journée. Elle et Young Leinster se sont neutralisés dans les play-off titres de partout. De partout, c'est également le score entre les deux premières, le Racing et le Swift, avec donc le replay du match qui avait lieu juste avant entre les garçons de Kakoko et ceux de Hakim Menaï. Et bien là, les filles d'Elodie Martins ont dû partager les points. Dans les playoffs relégation, pas de surprise, le FC Differdange s'est imposé 6-0 sur la pelouse de l'Union Mertert-Wasserbili. Les Young Girls de Diekirch se sont imposés contre l'entente Wormeldange et ma mère a gagné 6-2 face à l'entente Osingen-Norden. Donc au classement, le Racing toujours premier avec 5 points d'avance sur le Swift et derrière donc elle et Young Leinster dans les playoffs relégation. Et bien c'est toujours Osingen-Norden qui est en lice pour les barrages et l'Union Mertert-Wasserbili lanterne rouge. Ouais, c'est un nul, même si c'est un nul concédé par le Racing, on n'a pas forcément l'habitude, c'est un nul qui les sacre quasiment, parce que oui, là, il n'y a plus qu'un match à jouer contre le Swift. Ça va être compliqué. Donc c'est quasiment le match du titre. Voilà, avec peut-être un doublé, puisqu'il y aura également la coupe prévue pour les filles d'Elodie Martins. Nous passons à la promotion d'honneur, où là aussi il y a eu des résultats intéressants. Pour cette 24e journée, l'US Sandweiler, la Lanterne Rouge, s'est imposée face à l'Avenir Beggen, pour qui plus rien ne va en présent. 1-0 donc pour Sandweiler. La Licentia Steinsel s'est inclinée face au deuxième l'UN Kerjeng 0-2. Pas de buteur à la résidence Valferdange contre le Berdenia Berbourg. Ma mère a fait le taf 2-1 contre Ettelbruck. Bisson est allé s'imposer sur la pelouse de Luxembourg City 2-1. Chifflange a fait le travail également en allant s'imposer à Feulen 2-0. Le Mariska Mersch n'en finit plus de rebondir et de remonter au classement avec 4-2 sur la pelouse de Rumelange et Canard a vaincu Cupshon 2-0, ce qui donne au classement ma mère seule en tête, désormais avec 8 points d'avance. Je pense qu'on peut dire que ma mère sera en BGL League l'année prochaine, puisque là on est à plus de 12 points d'avance sur le troisième barragiste. Il y a 6 matchs à jouer, donc normalement c'est du tout cuit pour le FCM. Nous en profitons, puisque nous parlons de PH, pour invoquer l'affaire entre la jeunesse Canard et l'UN Kerjeng. Donc, petit résumé des faits, l'arbitre de la rencontre entre la jeunesse et l'UNK s'est blessé. À la demande de l'observateur et président des arbitres Alex Kruger, le match n'a pas été repris par le sifflet d'un assistant car il s'agissait de 2 assesseurs en formation. Donc il n'a pas voulu prendre le risque de les mettre en porte-à-faux. Donc le match a été reporté. Canard a évidemment porté l'affaire en réclamation au tribunal fédéral qui ne lui a pas donné raison. Le match sera donc rejoué ce mercredi, 20h. Merci Boris pour ces précisions. Juste pour revenir là-dessus quand même, on avait déjà eu le cas, on a malheureusement des cas un peu trop souvent, mais on avait déjà eu le cas l'année passée entre Rodange et Ostert où c'était exactement la même config, tu avais 2-0 pour Rodange, un match encore une fois super important pour la montée, qui avait dû être rejoué. Et bah là, tu es encore dans la même situation. On voit Canard, ils sont 4e, ils ont 2 points d'avance seulement sur le Berdenia. Donc, dans l'éventualité d'un barrage, c'est pas du tout fait pour eux. Pareil, le Kerjeng, une victoire, là, ça les mettrait vraiment en très très bonne position pour monter directement, alors qu'ils étaient menés 2-0. Donc bon, ce serait bien que peut-être les règlements aussi puissent évoluer un petit peu, qu'on aille vers un peu plus de modernité sur des situations comme ça, quoi. Alors ça, les 3 parties que j'ai interrogées, que ce soit du côté de la jeunesse Canard, de l'UNK ou de la FLF, sont d'accord avec toi, hein. Il faut faire évoluer les règlements pour que ça ne se reproduise plus. Bon, honnêtement, c'est très bien ce qui va se passer. Ouais, là, ça n'était pas une erreur d'arbitrage. On souhaite d'ailleurs bon rétablissement à Monsieur D'Angelo, l'arbitre qui s'est blessé. Après, c'est dommage d'attendre toujours. C'est toujours la même chose. On attend que les choses. On se dit, ah bah oui, le règlement il est pas logique, bon. Ouais. On le sait avant, en fait, les règlements sont. C'est ça, on le sait. Et puis là, t'es sur la fin de saison, sprint final. T'as 2 équipes qui jouent la montée. Donc, ça vous rendrait fou, coach, ça? Vous gagnez 2-0 à la mi-temps. C'est sûr que même si l'arbitre n'est pas responsable de sa blessure, il y a quand même une petite faille dans le système parce que l'équipe qui mène 2-0, elle rejoue le match en partant de 0 et ça se trouve, elle va peut-être perdre 2-0. Je ne le sais pas, mais c'est une façon de parler. C'est frustrant, oui, c'est énervant, c'est pas juste.
C'est pas juste, en fait, c'est ça. C'est ça que c'est pas C'est qu'on juste. doit donner de la justice, de l'équité. Et on l'a pas là. Ouais, mais ça rejoint ce que je disais sur le Swift qui faussait le championnat. Bon, Non, en tout cas, non, on repart. Non. On repart pas. ce Non, qui est c'est frustrant, et justement ce qui est frustrant et ce qui est triste, c'est qu'on doit se quitter déjà. L'émission est déjà terminée, c'était dense. Merci beaucoup Boris, évidemment. On se retrouve aux commentaires samedi pour un match diffusé sur Mental TV grâce à notre partenaire Simon. Merci beaucoup d'avoir été Bon, avec nous. Merci d'être également Merci, Marco. un partenaire particulier. C'est ça. Et je tiens à remercier chaleureusement Mika Almeida Pinto, le coach de Dudelange, pour avoir accepté notre invitation. Je sais que ce n'est pas un exercice qu'il affectionne, donc je le remercie Bravo. beaucoup. Merci, merci Et il s'en est très bien sorti. Ouais, oui, Merci, tout à merci. fait. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt, que ce soit aux commentaires ou au Clubhouse de Dribble. Allez, bye bye. Ciao.